For those joining us for the first time, welcome. The Cyber Justice Laboratory is a research center that explores the interplay between new technologies and the law. We're currently conducting the project Autonomy Through Cyber Justice Technologies, funded by the Competition of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Our project brings together more than 50 researchers and 45 partners dedicated to the use of technologies and artificial intelligence for the prevention and resolution of conflicts. Over the coming months, the Cyber Justice Lab will be hosting a series of online activities that will gather the opinion and experiences of legal experts from around the world on the recent events, from ethical issues to crisis management, including analysis of the achievements and failures of technological shift in the legal field. The laboratory will present varied and relevant content. Please stay tuned by checking our social networks and visiting our website, cyberjustice.ca. So we're facing a very unusual time, and a lot of the assumptions many of us held about society are being called into question by the global health situation. Many are finding that the systems we rely on might be more fragile than expected. Of course, the pandemic is quite an extreme case in terms of scope and impact, but there are actually many situations in which the stability of society is challenged. Stuff like earthquakes, tsunamis, storms, and large-scale power or internet outages are all circumstances where vital systems might be affected, and the resilience of communities is put to the test. Today we'll explore the blockchain as a possible solution to tackle such extreme situations. We'll discuss the resiliency of the blockchain under times of crisis, and whether this technology could be a part in creating societies that are better equipped to withstand crisis in the future. To discuss these questions, it is my pleasure to have with me three fantastic panelists. We have Louis Roy from Raymond Chabot Grant Thornton and Catalaxy. We have Gilbert Baba from HEC Montréal and Erwan Young-Perez from Satoshi Legal. And we will discuss some questions together. And at the end, we will come to the questions that you as an audience have posed. So first of all, I want to ask all of you to introduce yourself and then how you developed your interest for the blockchain and what makes you excited about it, starting with Louis. So, bonjour tout le monde, Louis Roy, CPA-CA. Comme qui a été mentionné, je suis associé chez Raymond Chabot Grant Thornton en certification. Dans le domaine de l'audit depuis plus de 25 ans, je suis également le président de Catalaxy, notre initiative blockchain que nous avons lancée là, en 2017. Impliqué dans différents comités, particulièrement tout ce qui touche la transformation numérique de la profession, et également les comités spécifiques là, sur tout ce qui est actif numérique, en tant que par exemple CPA Canada. Mais je voudrais en résumer mon intérêt au niveau de la blockchain. C'est une espèce, moi j'aime à dire, c'est mes petites lectures du dimanche matin où c'est une espèce d'épiphanie suite à la lecture d'un article très intéressant qui parlait de la technologie blockchain. C'est sûr que ça parlait du Bitcoin, mais la technologie qui est sous-jacente. Et c'est une technologie où tu réalises, où on fait beaucoup référence à des registres, c'est des registres distribués et la confiance. Et quand tu es un auditeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est que tu audites des registres puis tu vends de la confiance en tant que tel. Là, est né en fait mon grand intérêt, donc je me suis beaucoup informé, d'où a été par la suite la création de notre filiale Catalaxy. Et depuis ce temps-là, il y a une évolution très intéressante dans la technologie jusqu'à plus récemment, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais le lancement d'un premier fonds de crypto sur une bourse publique qui est audité là, au monde, là, qui a eu lieu en avril dernier. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution. Thank you, Louis. It's a real pleasure to have you. Thank you for being here. Next, Erwan, could you introduce yourself and talk about your interest for the blockchain? Bonjour à tous, donc Erwan Joncher, qui suis donc avocat au Québec et un ancien donc, du laboratoire de cyberjustice où j'avais travaillé avec ANES et par le biais duquel j'avais eu l'occasion de rencontrer Gilbert Babin et Louis Roy. J'ai récemment quitté le laboratoire pour monter dans un cabinet d'avocats Satoshi Legal, du coup spécialisé un peu dans la protection des données, droit des technologies et bien évidemment la blockchain. J'ai eu la mauvaise idée de le faire avant la crise, donc c'est un bon moment justement pour moi pour vous parler de ces sujets de la blockchain. Et sinon, mon intérêt pour la blockchain, en fait, date, bon, il était un peu jeune et un peu, c'était vraiment des histoires de jeunes étudiants. Mais donc, j'avais un ami qui m'expliquait très rapidement qu'on pouvait acheter de la drogue sur Internet et j'ai été un peu surpris par cette histoire.
Sachant que j'étais étudiant en droit, et donc pour l'achat de drogue sur Internet, c'était quand même quelque chose d'assez illégal, comme on le voyait en droit pénal. Donc je me suis pas mal renseigné sur ce sujet, et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait acheter de la drogue, mais sur des sortes de plateformes comme des eBay. Je me suis dit, mais c'est bizarre, quelle est la monnaie qui permet d'acheter ces choses-là? Et j'ai vu que c'était un B barré, donc je me suis dit, mais c'est drôle, je ne connais pas ça. Et puis après, en fait, mon ami m'a expliqué que c'était le Bitcoin, j'ai un peu regardé ce que c'était, je me suis dit, mais c'est phénoménal comme concept, en fait. Et au début, je ne comprenais pas que la blockchain avait vraiment en fait, tout son sens derrière le Bitcoin et que en fait, la blockchain était beaucoup plus intéressante que la crypto-monnaie en tant que telle. Et au fur et à mesure, donc, je suis arrivé à l'Université de Montréal pour faire un mémoire en droit des nouvelles technologies, avec pour directeur de mémoire Vincent Gautret. Et donc voilà, on a pas mal discuté de ça. Vincent a essayé quelquefois de me repousser en me disant voilà, c'est potentiellement une peau de banane. Puis quand il a vu mon intérêt marqué pour le sujet, bah, c'est parti. On est lancé. Et puis après, on a fait 2 ans de mémoire du coup sur l'encadrement juridique des crypto-monnaies. Et c'est vraiment ce qui m'a lancé dans ma passion pour la blockchain. Thank you, everyone, and great to have you as well. And last but not least, Gilbert. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Gilbert Babin, je suis professeur en technologie de l'information à HEC Montréal depuis 2000. Avant ça, j'étais professeur en informatique à l'Université Laval. Donc, j'ai un profil un peu à cheval entre les informaticiens purs et les professeurs en système d'information, en gestion. Je remercie Annès de l'invitation pour participer à la table ronde. Je ne me qualifierais pas comme un enthousiaste de la blockchain, je suis plutôt un sceptique de la blockchain. Sceptique parce que je vois probablement plus les aspects technologiques derrière et peut-être moins les fads, les tendances ou les modes autour de l'utilisation. Mais il y a quand même des caractéristiques qui sont intéressantes du blockchain qui vont faire en sorte qu'on peut faire des choses qui se tiennent avec. Comme Louis le disait, c'est un registre distribué. Et dans ce contexte-là, il faut aussi mettre en place des mécanismes pour pouvoir enregistrer des données dans ce registre-là qui ne requièrent pas de tiers de confiance. Et ça, c'est assez intéressant. C'est pas clair pour moi, par ailleurs, comment la technologie va être capable de livrer toutes les promesses que les gens disent par rapport à cette technologie-là. Great. Thanks a lot, Gilbert. Great to have you as well, and looking forward to some different perspectives. So my first question is, we've heard a lot about the blockchain, and I want to ask you, Erwan, what is special about the blockchain and what makes it different from other systems like the banking system? Alors, j'aurais une première réponse, c'est de dire que la blockchain, ce qui est spécial, c'est qu'un peu, elle a été créée en fait pour répondre à une crise. Donc, à la base, qui était la blockchain, en fait, faut comprendre que le Bitcoin a été créé donc en 2008, puis après sorti en 2009. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la crise de 2007 était là, en fait. Donc, il y a eu pas mal de banques qui ont fait faillite, qui ont été sauvées par les États. Et l'inventeur de cette monnaie-là, en fait, en créant le premier bloc, donc le bloc de Genesis, à l'origine du Bitcoin, qui est donc la première, en fait, le Bitcoin est l'origine de la première blockchain sur laquelle on a bâti en fait d'autres blockchains par la suite qui sont de divers types. Ce qui serait intéressant pour le débat d'ailleurs futur serait de définir qu'est-ce qu'on entend nous-mêmes tous les cas par blockchain pour vraiment un peu mieux centrer le débat. Et donc en fait cet inventeur avait une phrase assez importante qui disait le problème fondamental avec la monnaie traditionnelle est toute la confiance nécessaire pour qu'elle fonctionne. Il faut avoir confiance en la Banque centrale pour ne pas dévaloriser la monnaie. Or, l'histoire des monnaies nationales est remplie de cette violation de la confiance. Et donc, en fait, dans le premier bloc à l'origine de la blockchain, c'est vraiment juste une phrase qui a été émise par le créateur. Et donc, le créateur a dit, ça s'appelle The Time. La phrase s'est dit, voilà, The Time, 3 janvier 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Et en fait, c'était donc une époque où en Angleterre, donc on se demandait si on allait devoir réinvestir beaucoup d'argent pour aller sauvegarder les banques. Et il faut comprendre que cet argent réinvesti pour aller sauvegarder justement en fait, toutes ces entreprises qui avaient plus ou moins mal agi, on va dire, par rapport à des bons toxiques ou des choses comme ça, venait en fait du contribuable. Et donc, c'est un peu vraiment cette façon de se dire, voilà, on est gentil, on paye pour tout le monde, les autres font des erreurs. Et on n'est pas du tout maître de notre monnaie. Donc, c'est l'État qui s'occupe en fait de dévaloriser nos possessions qu'on a gagnées à la sueur de notre front. Et donc, il y a eu une forme de mouvement un peu libertarien qui s'est dit, attendez, l'État, là, il outrepasse un peu ses compétences. Et donc, voilà, on va essayer de créer un système qui va nous permettre de nous-mêmes en fait, créer nos propres systèmes de valeurs, nos propres règles. Et en faisant ça, en fait, il s'est dit, voilà,
on va essayer de créer justement cette blockchain qui va être la façon en fait de pouvoir faire confiance, parce que comme le disait Gilbert, c'est le vecteur le plus important de la blockchain, c'est la confiance. Et donc en fait permettre en fait de faire confiance non pas en des individus, mais en fait en une technologie. Donc le tiers de confiance, c'est vraiment pour moi déplacer de l'individu à la technologie. Et donc voilà, ce qui est intéressant en fait donc par rapport au système bancaire traditionnel ou au système traditionnel, l'avantage de la blockchain, ce serait en fait déjà un système de transaction universel. Il faut se rendre compte que les systèmes bancaires en général sont intra-étatiques ou intra-zone économique comme en Europe. Et quand on a du dollar et qu'on veut avoir de l'euro ou du yen, il faut un certain temps pour que les banques processent tous ces échanges. Il y a des frais de change, enfin, ça coûte beaucoup d'argent. Et du jour au lendemain, moi, là, je peux commercer avec quelqu'un qui serait situé en Chine pour la simple et bonne raison en fait, on aurait une monnaie commune, unique, et un biais de communication unique qui serait l'Internet. Donc disons que ça devient en fait une monnaie pour un monde un peu parallèle qui serait le monde du numérique. Il y a aussi une forme de décentralisation très importante en fait, du point de vue des acteurs. En fait, il n'y a plus une seule banque ou un seul État ou un seul acteur en qui il faudra avoir confiance. Et c'est ce qui est du coup vecteur de confiance, c'est qu'en fait, plein de personnes participent à ce réseau-là, que ce soit des entreprises, des individus, des États. Il y a un côté aussi, les transactions sont instantanées. Donc, ce que je disais, c'est que si je veux faire mon échange, par exemple, de 10 bitcoins et te les envoyer à toi, Annès, ça va me prendre à peu près une dizaine de minutes, plus quelques minutes de vérification pour m'assurer que cet argent est bien mis dans le compte et qu'il n'y aura pas un changement de dernière minute. Et il y a aussi, après, les coûts de maintien du réseau qui coûtent quand même beaucoup moins cher que des banques. Après, je sais qu'on va me dire qu'en fonction du système de vérification, c'est plus ou moins vrai. Si on a un système de proof of work comme le bitcoin, ça consomme beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie renouvelable, j'en suis conscient. Par contre, si on arrive sur des systèmes de proof of stake qui sont en train d'être mis en place de plus en plus sur certaines blockchains avec des vérificateurs qui misent en fait des fonds au lieu de miser de la puissance de calcul et donc de l'électricité, là on arrive à des systèmes qui coûtent en fait beaucoup moins. Et donc il y aurait ça, et en plus de ça, cette transparence où la confiance est véhiculée par un registre central qui permet en fait à chaque... si on parle bien sûr des blockchains publiques, qui permet à chaque participant ou à chaque personne qui voudrait regarder de s'assurer qu'une transaction a bien été émise, bien été faite. Et donc, à mes yeux, voilà, ce seraient vraiment les principales différences. Okay, thank you, Erwan, for this great explanation. Gilbert or Louis, do you want to add anything? Je crois que Erwan a pas mal fait le tour des trois éléments que je vois qui doivent systématiquement apparaître dans la description d'un blockchain. Il n'y a pas de tiers de confiance. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance. Il y a un processus d'enregistrement distribué et il y a un registre distribué. C'est les trois éléments qui doivent se retrouver. Moi, je veux dire de mon côté, il y a peut-être un élément qui peut parler un petit peu plus loin, mais il faut juste faire attention tout l'aspect de la confiance. Il y a comme un peu l'aura autour de la confiance, mais quand on entre dans le concret, je pense que ce n'est que du code. Hein, c'est un code. Donc, quelqu'un crée le code. Donc, la confiance mythique autour de la blockchain, c'est une confiance qui est créée. Donc ça, je pense qu'on va faire... Je vais élaborer un petit peu plus tantôt sur ce sujet-là. C'est que si le système bien et il fonctionne bien créé, bien codé, on peut y avoir confiance. Mais c'est comme dans n'importe quel système informatique d'aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un volet intéressant que je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit. Je rajouterais peut-être une chose sur ça. En fait, il n'y a plus de tiers de confiance comme on le connaît dans les systèmes bancaires ou le système notarié, mais il y a quand même une nécessité d'avoir des tiers de confiance pour l'authentification des participants, par exemple. Ouais. Et il y a besoin d'avoir confiance dans l'algorithme, effectivement. Okay, perfect. Thank you. And that actually brings us right to our next question. And that is, so blockchain, we've talked about what it is, but it's been suggested as a solution for a lot of different problems in society. So I want to ask you, Gilbert, and I'm really happy I'm asking this question to you. Where do you think it makes sense to use such blockchain-based systems to solve a problem? And in which cases, maybe doesn't it make sense? Annès, je reviendrai je baserai ma réponse sur justement les caractéristiques du blockchain pour préparer ma réponse. Si on regarde la notion de registre distribué, cette caractéristique-là est intéressante dans les situations, pourrait être intéressante dans les situations où on veut donner une plus grande visibilité au contenu du registre à des tiers,
à des participants, à des gens qui voudraient consulter ce registre-là. Présentement, souvent, les registres sont cachés à l'intérieur du back-office des compagnies, puis les gens qui voudraient consulter sont obligés de passer par l'intermédiaire des employés de la compagnie qui détient le registre pour y accéder. Et donc, le blockchain ferait en sorte que toute personne pourrait aller vérifier le contenu du registre et s'assurer que ça contient bien les informations qu'on veut. La deuxième partie où ça pourrait être intéressant, c'est le processus d'enregistrement d'informations dans le registre qui utilise un protocole qui permet, dans le fond, d'avoir une majorité de gens qui s'entendent. Bien, cette caractéristique-là, bien intéressante, quand c'est difficile de trouver un tiers de confiance, mais que les participants ne se connaissent pas nécessairement directement et qu'ils ont besoin d'enregistrer, d'avoir une traçabilité des transactions dans un registre, mais qu'ils n'ont pas accès à un tiers de confiance pour pouvoir faire ce type d'enregistrement-là. Okay, great. So it sounds like transparency and trust are two really big elements here. Do you want to add anything, Louis? Non. Erwan? Alors, si on doit rentrer dans le concret, j'avais une discussion là dimanche soir avec un ami qui était dans le domaine de la musique. Et l'idée, c'était un peu de se dire, voilà, on parlait de blockchain, on parlait un peu de crypto-monnaie, on cherchait un peu des cas d'utilisation. Et lui m'a dit qu'il y avait un domaine qui était extrêmement important, c'est Spotify. On utilise tous Spotify. Et on avait plusieurs d'entre nous, en fait, donc, je veux dire, certaines personnes, après, ont une entreprise de distribution, puis après, d'autres personnes ont des labels de musique. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'entreprise de distribution comme Sony, Universal, qui choisit de mettre les musiques en fait, à droite à gauche, a un manque de confiance envers Spotify pour l'accounting, pour le registre, et dit effectivement, il y a eu tant de musique de tel artiste qui a été joué, vous nous devez tant d'argent, personne ne sait s'ils trafiquent leur compte ou pas. Et donc ça, ce serait en fait un domaine où la blockchain serait vraiment utile à l'industrie. Toutes ces grandes majors en fait, auraient un réel intérêt à contrôler l'accounting de la part du distributeur, qui lui-même aurait un intérêt à contrôler de la part des plateformes de streaming. Et donc ça, en fait, dès qu'il y a vraiment effectivement ce besoin de transparence et de sécurité, d'insertion de multiples données, par exemple, ça peut être quelque chose de très utile. Great. So it does sound like the blockchain would have a lot of uses. So, Louis, in which concrete cases do you see the blockchain playing a big part in the future? En fait, je pense que c'est faire la suite de ce que Gilbert a bien décrit, puis Erwan. Je pense que les éléments importants, c'est en fonction de quelles sont les caractéristiques de la blockchain. Donc, est-ce que j'ai un besoin de ces caractéristiques-là? En fait, je pense que tout le monde s'entend que l'arrivée de la technologie blockchain est considérée par les experts comme une technologie aussi importante que l'arrivée de l'Internet. On sait que l'Internet, mais si on recule il y a 20 ans, et ce qu'est l'Internet d'aujourd'hui, c'est complètement différent, les utilisations, les perceptions. Puis je vous dirais, au niveau de la blockchain, c'est la même chose aussi, c'est une nouvelle technologie, et only God knows, ça va être quoi dans 20 ans en tant que tel. Moi, personnellement, c'est ça. Je pense en fonction des caractéristiques. Donc, si on a besoin de transparence, si on a besoin d'efficacité. Moi, je vous disais, je suis plus un fan de... Parce que étant très impliqué dans tout ce qui est registre, tiers, vous savez, j'aime à dire que tout ce qui amène de l'efficacité dans notre société est là pour rester. C'est des exemples aussi banals qu'on prend pour acquis, comme la voiture. C'est aller à Québec en canot, ça prend 3-4 jours. Aujourd'hui, on prend pour acquis que ça peut prendre 2 heures en voiture. Envoyer, il n'y a pas si longtemps que ça, envoyer une lettre à mon voisin, ça peut prendre 3 jours. Tu sais, quand je faisais mon enveloppe, je pense que c'était le facteur 3 jours. Et avec la technologie, maintenant, j'envoie un message à mon collègue aux Philippines et ça prend une fraction de seconde. Donc, l'efficacité des registres distribués, particulièrement dans le système financier, à mon avis, va s'implanter au cours des années. Je pense qu'un des défis qu'on a, particulièrement, c'est que nous, on est dans un système qui fonctionne relativement bien, mais comme Gilbert, il y a quand même beaucoup de tiers, il y a un coût, et ça, on ne réalise pas vraiment. Je pense que quand les gens vont réaliser qu'il y a des gains d'efficacité importants, on va voir des projets très intéressants. C'est certain que ce qu'on voit en ce moment, c'est l'utilisation peut être utilisée à plusieurs fins, que ça soit considéré comme une réserve de valeur, en fait, comme un Bitcoin, entre autres, peut être considéré comme une réserve de valeur comparativement à l'or. Ensuite, ça peut carrément être des outils de traçabilité, parce que grâce aux caractéristiques du registre, où ça peut être efficace, ça peut être anonyme dans certains cas,
des aspects de sécurité aussi en tant que tel. Après ça, à mon avis, ce qui est un lien particulièrement avec le système financier, ça va être carrément la numérisation des actifs, la digitalisation des actifs dans le futur. Pourquoi? Parce que ça va amener de l'efficacité dans le système financier. Ça va être moins coûteux de déterminer qui est le propriétaire, par exemple, de tel terrain, qui est le propriétaire de tel actif. Faire des émissions de financement en tant que tel va être beaucoup moins coûteux parce que la technologie permet d'être efficient. Donc, il y a beaucoup, je vous dirais, d'utilisation possible, que ce soit la création de coupons au lieu de créer de la monnaie. Donc, je pense que l'idée, je pense, c'est toujours de revenir à quelles sont les caractéristiques de la technologie et qu'est-ce que je peux en faire. Et comme Gilbert, je pense, l'a bien mentionné, moi, je vous dirais, je faisais référence à mon épiphanie au début en tant qu'auditeur, qu'on vend de la confiance. Mais, comment je peux dire, le code ne tombe pas du ciel, c'est les gens qui le créent. Et il y a vraiment maintenant des nouveaux tiers. Il y a la création de nouveaux tiers dans ce nouvel environnement technologique. Donc, c'est peut-être plus nécessairement un notaire qui maintenant que tu as besoin pour valider que le terrain appartient effectivement à Louis comme tiers. Mais là, tu vas peut-être avoir besoin d'un tiers qui va certifier que le code qui est utilisé justement sur la blockchain pour la tenue des registres, mais le code est adéquat aussi en tant que tel. Donc, il y a plusieurs applications. Puis, je vous dirais, je pense, des éléments de discussion qu'on peut avoir en ce moment qui sont très, très intéressants. C'est dans un contexte que c'est public, c'est décentralisé. Est-ce que la blockchain est un bien public? Parce qu'ils ont fait référence de blockchain public, blockchain privé. Mais c'est une blockchain publique qui a la responsabilité de s'en occuper. Est-ce qu'on laisse ça aux participants? Fait que tout le volet, je pense, efficience, puis il y a beaucoup un volet philosophique là, autour de ça. En tant que tel. Thank you. These were a lot of great uses, I think, of the blockchain. Do you want to have any thoughts, Awan or Gilbert? Peut-être ajouter un élément. Je pense qu'on va voir émerger une volonté d'utiliser des technologies comme blockchain dans des situations où les gens ont quelque part perdu confiance dans les tiers de confiance traditionnels parce qu'il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu des situations qui font que la population en général a comme perdu cette confiance-là. Puis cette confiance-là s'est effritée avec le temps. Et d'arriver avec le blockchain, quelque part, ça amène une approche où, bien là, tout le monde va pouvoir vérifier le travail qui est fait par ces supposés tiers de confiance-là, s'ils sont toujours impliqués dans le processus. Mais il reste que la notion de confiance doit exister. Puis le problème, c'est qu'elle devient cachée dans des éléments beaucoup plus sophistiqués technologiquement. Et pour le commun des mortels, c'est de plus en plus compliqué de faire confiance. Quelqu'un va nous dire « Ah, ça marche, c'est correct », puis on va faire confiance au programme, mais personne ne peut... Alors que si je fais affaire avec mon notaire, je fais affaire avec mon banquier, on se regarde dans le blanc des yeux, puis il y a une confiance qui va s'établir à un niveau très différent que je ne peux pas faire avec un programme. Thank you. So, puis je peux me permettre, il y a un élément aussi important dans des use cases. J'aime à dire que c'est toujours l'éléphant dans la pièce en ce moment. C'est toutes ces technologies-là, que ce soit blockchain ou d'autres numériques, tout ça va vraiment, vraiment se déployer la journée où on aura vraiment une vraie identité numérique. En ce moment, le fait de ne pas avoir d'identité numérique, en fait, j'ai dit qu'on n'en a pas, on en a des milliers, en fait. Sur chaque site, théoriquement, que je donne mes informations, je donne de l'identité, peut-être des gens qui gèrent mes informations. Donc, je vous dirais, le fait de ne pas avoir une vraie et seule, unique identité numérique freine beaucoup les capacités de ces technologies-là à se déployer rapidement. So it sounds like there's a lot of potential advantages to using the blockchain, but also some risks. And I wanted to ask you more specifically, Awan, what do you think are the main risks with using the blockchain, and is it a safe thing to use? Alors, j'aurais une réponse assez toute faite à ça. C'est que quand on me pose une question sur une technologie, est-ce qu'elle est safe, ou est-ce qu'elle est sécuritaire pour l'utilisation, je suis tenté de dire qu'on vous ment. Si on vous dit que c'est le cas, on vous ment. Toutes les technologies, a priori, ont une faille, je veux dire un talon d'Achille ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, quand on dit qu'une technologie est sécuritaire, c'est qu'en général, en fait,
les bénéfices de cette technologie outrepassent vraiment les risques. Et donc, d'une certaine manière, je suis tenté de dire que la blockchain, d'un point de vue technique, pourrait peut-être effectivement être sécuritaire. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, il y a 3 types de risques différents à utiliser une blockchain, parce qu'on ne va pas rester dans un monde où en fait, on va se voiler la face, effectivement. Et donc, certains avantages pour les uns pourraient être un désavantage pour les autres. Et donc, ça va toujours rentrer un peu dans la balance. Mais les 3 risques principaux, c'est des risques techniques, des risques généraux donc pour le grand public et des risques légaux. Je pense que les 3 volets de risques que Erwan avait identifiés sont tout à fait à propos et raisonnables. Personnellement, étant informaticien de formation, j'ai tendance à regarder beaucoup le risque plus technologique. Faut voir que, d'une part, il n'y a rien qui nous garantit que les blockchains vont fonctionner comme on s'attend à ce qu'ils fonctionnent si on les utilise en dehors des cas d'utilisation pour lesquels ils ont été conçus. Et donc, ça crée des situations, pas d'ambiguïté, mais d'incertitude par rapport à leur utilisation. Il faut voir aussi que les blockchains sont construits sur des algorithmes cryptographiques qui sont considérés sécures présentement, mais il n'y a rien qui nous garantit que ces algorithmes cryptographiques-là vont l'être dans le futur, surtout quand on considère les avancées en informatique quantique, où là, il n'y a aucune garantie que les protocoles cryptographiques qui sont mis en place présentement vont être encore sécures dans 5-10 ans. OK? L'autre chose qu'il faut voir, c'est que la blockchain, le protocole d'enregistrement dans le registre requiert qu'une majorité on les appelle les miners, soient de confiance ou fassent le travail correctement. Et donc, une attaque pourrait être que des gens malveillants prennent le contrôle d'une majorité de ces miners-là pour casser, dans le fond, le protocole. Et finalement, il faut voir que dans n'importe quelle approche où il y a un peu de cryptographie ou qu'il y a des humains qui sont impliqués, souvent le maillon faible, c'est l'utilisateur lui-même, parce que quelqu'un pourrait usurper l'identité d'un tiers ou d'une personne, puis faire des transactions à sa place, puis à ce moment-là, on ne pourrait pas revenir en arrière, ce serait très compliqué. Thank you. I see we've also gotten back Erwan, so perhaps if you want to finish your points. Excusez-moi, oui. Alors en gros, donc, je pense que la technique du coup a été expliquée par Gilbert beaucoup mieux que moi. Pour les risques généraux, j'aurais pas mal tendance à penser que c'est pas mal aussi donc, un risque par rapport donc, effectivement à l'utilisateur qui lui-même n'a pas forcément les connaissances ou les compétences informatiques. Est-ce qu'on est quand même d'accord sur le fait que ce ne soit pas une technologie vraiment mature encore, donc vraiment en plein développement, et comme disait Louis Roy, on ne sait pas du tout où elle sera dans 20 ans. Aujourd'hui, Internet, c'est extrêmement simple à utiliser. Il y a 30 ans, c'était un peu plus complexe, on va dire. Et donc, il y a un peu cette question d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer les interfaces utilisateurs pour éviter les erreurs, par exemple, quand on envoie. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire une interface aussi facile que PayPal, plutôt que de devoir rentrer des codes et des chiffres, des adresses, des portefeuilles des personnes, où on peut facilement se tromper sur une lettre ou un chiffre et donc envoyer à une mauvaise adresse les sommes. Et sachant qu'elles ne peuvent pas revenir, ça devient vraiment un risque. Il y aurait un autre risque, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais ce serait les tiers de confiance. Donc, toutes les personnes, en fait, tous ces intermédiaires qui permettent justement de faciliter l'accès à la technologie blockchain sont des problèmes potentiels. On a eu 2 exemples assez connus qui sont celui de Mongox, qui a été la première énorme plateforme à se faire hacker je suis tenté de dire en 2014 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu une énorme perte de Bitcoin et ça a été un vrai problème, genre 744 000 Bitcoins, quelque chose comme ça, qui ont été volés. Et puis plus récemment, il y a une plateforme canadienne aussi, Quadriga CX, qui elle-même a eu un propriétaire qui est soi-disant mort en Inde, qui a disparu avec toutes les clés, les clés d'accès en fait sur la monnaie, au Bitcoin qu'il y avait sur le. Et du coup, en fait, la confiance, il y a aussi un manque de confiance entre ces personnes-là. C'est encore un peu le Far West en fait. Et il faudrait que ça s'institutionnalise un peu avec certaines entreprises, avec un certain historique, pour avoir une confiance entre ces personnes-là qui font le pont entre un système qui n'aurait pas besoin de tiers de confiance et l'individu qui n'a pas les compétences à l'utiliser. Et quant aux risques légaux, pour faire très rapidement, je pense qu'il n'y a en fait juste pas assez de sécurité juridique autour de ça. Les juges n'ont pas encore vraiment fait énormément de jugements par rapport à la blockchain. Je sais que, par exemple, on a des problèmes dans les contrats intelligents, c'est que
Là, on transfère le risque en fait, d'une inexécution a priori. Donc, quand les gens contractent, on a à l'heure actuelle besoin de faire en sorte que les gens en fait, exécutent leur contrat, parce que la plupart du temps, ils peuvent contracter mais ne pas le faire. Alors que dans un système justement de contrat intelligent où tous les paramètres sont entrés en avance avec des paramètres prédéterminés, et dès que certaines actions sont faites, en fait, le contrat se met en mouvement. Là, on arriverait justement en fait, à un risque en fait, qui serait a posteriori, donc de remise en l'état, où il serait nécessaire en fait, pour les personnes de dire, voilà, moi, mon risque, il n'est plus dans le fait que ça ne se passe pas, ce serait dans le fait que ça se passe mal. Et donc, du coup, que le code, effectivement, n'est pas forcément été bien écrit, ou qu'il faille faire, voilà, les risques, en fait, sont un peu juste changés par rapport à des domaines traditionnels. J'aimerais ajouter en lien avec cet excellent exemple, en fait, je pense qu'on prend du recul, c'est un peu les smart contracts, on veut comparer à des instruments financiers complexes, des instruments financiers dérivés en ce moment. Je vous dirais, ce qui est intéressant avec la technologie blockchain, c'est facile de créer, une des utilisations, c'est de créer des tokens ou créer des choses. On a connu tous les cas des ICO frauduleux dans les dernières années, et c'était très facile. Et je vous dirais, un des enjeux, c'est de bien comprendre le modèle économique de ce qui a été créé là, spécifiquement. On est habitué de notre système, mais là, il y a des possibilités avec un contexte de smart contract, de registre décentralisé, d'automatisation, de créer des instruments qui sont complexes et ils peuvent être lourds de conséquences dépendamment s'il est mal programmé, mal distribué et même dans certains cas, être frauduleux. Là. Et on a vécu ça là, dans les dernières années. Okay, thank you to all of you. I think that was a great introduction to Bitcoin and what it is. And as we learned, it is decentralized, and it does not rely on trust for humans, but to some extent of trust on computers. And while it is safe from some perspectives, there's also a significant amount of risk. So next I want to move to talk about the blockchain under the crisis. Under different crises, as we know, we're currently facing a huge pandemic. And so one of the interesting things and the topic of this web conference is to discuss how the blockchain could impact this and be impacted by this. So first I want to ask you, Gilbert, how does the technology behind the blockchain affect the ability of the blockchain to cope under societal crisis? En principe, quand on considère la nature décentralisée du blockchain, ben, ça fait que ça permet d'avoir un système qui reste opérationnel s'il y a un minimum de participants qui sont hors fonction. Parce qu'il n'y a pas de... En anglais, on dirait un single point of failure. Il n'y a pas de point, un seul point qui... Si ce point-là casse, tout va casser. Par ailleurs, les gens qui n'auraient plus accès à l'Internet sous une forme ou sous une autre, ben, ils ne seraient plus capables de se connecter au blockchain. Donc, la blockchain continuerait d'exister, mais les participants qui sont déconnectés de l'Internet auraient plus accès à ce registre distribué-là. OK? En pratique, il pourrait exister des points, des single point of failure qui pourraient rester, en particulier les mécanismes d'authentification qui sont utilisés pour les clés, pour s'assurer que les gens sont des participants. Et à ce moment-là, ce point d'accès-là pourrait tomber en panne et là, personne n'aurait accès au blockchain. Ça peut arriver particulièrement pour les blockchains privées où là, il faut passer par un tiers de confiance pour accéder au blockchain. Thank you. Do you want to add this, Erwan or Louis? Yeah, because I think we'll also move to the next question where this is also discussed. But we heard that there are some potential weak spots of the blockchain, such as perhaps power or internet outages. So I want to ask you, Louis, is there anything, what are these risks and could you compensate for them somehow? En fait, moi, je pense que la plus grande faiblesse de la blockchain en ce moment, c'est que c'est une nouvelle technologie. Comment je peux dire beaucoup de choses qu'elle n'a pas vécues en tant que telle. Puis il y a beaucoup de choses encore qu'il n'y a pas encore assez de solutions qui ont été déployées pour être capable de voir comment ça se passe dans le temps de crise. Par contre, moi, je suis d'avis que si plusieurs systèmes auraient été sur un système blockchain en ce moment,
la fameuse crise du COVID, à certains égards, a pu être plus facile. On va en parler tantôt dans des exemples concrets. Là, mais en fait, moi, je pense les grandes faiblesses, c'est la nouveauté, c'est sa complexité. Je vous dirais, pour ceux qui détiennent la crypto, que ce soit la crypto ou éventuellement un actif numérique avec le concept des clés, vous savez, c'est le fun, c'est très le fun de parler de ça, mais c'est compliqué de détenir ça, c'est risqué. Tu peux tout perdre facilement. Donc, est-ce que je dois utiliser un tiers de confiance qui va sécuriser mes clés? Est-ce que je peux le perdre instantané? Puis le fait que je suis dans un environnement, on va dire, programmé, automatisé, il n'y a personne qui va m'aider. Je perds ma carte de guichet, je vais chez Desjardins, ils vont me donner une nouvelle carte de guichet. Je perds mes clés avec tous mes actifs numériques. Il n'y a personne qui est là pour m'aider à récupérer. Donc, mais tout ça, c'est parce que c'est nouveau. Hein? Fait que là, on voit l'émergence de projets intéressants pour compenser toutes ces faiblesses-là en tant que telles. Si on regarde un peu tantôt l'aspect mettons, de la panne d'Internet, mais encore une fois, on voit l'évolution. Il y a certaines organisations qui ont commencé à lancer des satellites qui ne font que le signal de la blockchain. Bitcoin, entre autres, en tant que tel. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que je vous dirais en ce moment, comme Gilbert l'a mentionné, ce qui compense un peu toutes ces faiblesses-là, c'est la décentralisation. Là. Donc, ça permet, c'est pas un centre principal où comme le ministère financier, si l'attaque, tout tombe, alors que là, c'est une décentralisation. Il va toujours avoir une portion de la blockchain qui va être vivante à quelque part. Hein, donc, cet aspect-là. Mais je vous dirais, vraiment, je pense que le weak spot là, de la blockchain, c'est une nouvelle technologie et elle a peu de vécu, carrément. Là. Thank you. And I think that also really nicely connects to our next question. It's very new, the blockchain. And I think with society so far, we've seen a very quick adaptation to these new circumstances with the virus. So I want to ask you, Erwan, does the fact that the blockchain is decentralized means that it has a harder time adapting to rapidly changing circumstances? Alors, justement, je voulais juste rebondir sur la question d'avant. En fait, je voulais expliquer que la plupart si on restait sur les coupures d'électricité d'Internet, la plupart des systèmes à l'heure actuelle ne pourraient plus fonctionner en cas de coupure d'Internet ou d'électricité. Et l'avantage de la blockchain, c'est que, par exemple, imaginons que 99% du monde entier n'ait plus d'Internet et d'électricité. Il y aurait sûrement beaucoup de guerres civiles, mais il s'avère qu'a priori, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait au moins quelques mineurs qui soient dans le 1% de la population qui ne soit pas affecté par cette crise. Et du coup, ce serait en fait, cette personne-là aurait encore toujours le registre en entier sur son ordinateur et les mineurs en fait, non affectés pourraient continuer à faire fonctionner le réseau jusqu'à ce que les autres récupèrent en fait leur connexion Internet et réuploadent et donc réactualisent en fait la base de données de la blockchain. Du coup, c'est en fait une de ses forces, c'est justement le fait qu'elle soit décentralisée et qu'elle puisse justement en fait, être adaptée à ces moments de crise, donc plus de crise, on va dire, technique, si c'est une panne d'électricité ou une panne d'Internet. Pour en revenir donc le côté décentralisé, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est là où il faut vraiment un peu se dire, voilà, on ne peut plus parler de la blockchain en tant que telle, c'est que chaque blockchain est en fait un projet d'une certaine manière, et derrière chacun de ces projets, il y a une équipe de développeurs. Disons que la blockchain, par exemple Bitcoin, est la blockchain avec la plus grosse équipe de développeurs pour résoudre les problèmes au jour le jour. Ils ont un énorme GitHub justement où il y a tout est écrit, tout est traqué, et chacun contribue de manière plus ou moins bénévole à faire évoluer cette technologie. Donc les plus grosses blockchains, donc comme celle de Hyperledger, celle d'Ethereum ou de Bitcoin et autres, ont en fait des grosses équipes de développeurs derrière qui permettent du coup de s'adapter en temps de crise. Il faut se rappeler aussi que la blockchain a été créée pour répondre à une crise. Donc en fait, disons que c'est un peu dans son ADN que de s'adapter à des problématiques, de devoir répondre à des enjeux. Quand on s'est rendu compte que la proof of work, donc l'utilisation de la puissance de calcul, coûtait trop d'électricité, les gens ont commencé à penser à la proof of stake ou à d'autres façons de vérifier. Donc, c'est une technologie qui évolue toujours. Dès qu'on lui envoie une critique, les gens ne sont pas bêtes au point de se dire on y va, on fonce les yeux fermés. Non, on va écouter la critique, on va essayer de l'adresser. Donc, ça reste technologiquement viable pour garder la sécurité et la confiance dans le système. Donc, au fur et à mesure, les gens évoluent par rapport à ça. Mais pour revenir par rapport à la crise, on peut se rendre compte que, par exemple, en matière de Covid, l'une des vraies problématiques, ce serait pour les étudiants. La plupart des étudiants ne peuvent plus retourner à l'école. Donc maintenant, on va commencer à se rendre compte que les cours en ligne, donc donnés par des écoles ou les formations données par plusieurs universités, tous les MOOC et toutes ces choses-là, deviennent quelque chose de primordial. Il s'avère qu'il y a deux types de personnes qui ont un intérêt à préserver en fait, la qualité de ces choses-là.
ça va être les gens qui donnent la formation, donc les universités, les cours, enfin bref, les formateurs ont un intérêt à préserver la qualité de leur formation, et les employeurs ont un intérêt à préserver la qualité, enfin plutôt du CV, ou plutôt la capacité de vérification de leur potentiel, par exemple, personne pour l'embauche, et donc de se dire, est-ce qu'il a bien fait cette formation-là? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que récemment, pas mal d'écoles ont commencé en fait, à mettre en place un système de blockchain pour la vérification des diplômes, ou la vérification du fait qu'une personne ait bien effectué une formation. Et dans ce système-là, en fait, ce qui se passe, c'est que les choses sont, enfin, les diplômes sont uploadés de manière numérique, puis après, on met un hash on crée une empreinte numérique du diplôme qui va être uploadé sur la blockchain. Et donc, l'étudiant, à la fin de son année, dès qu'il a gradué, ce qui se passe, c'est qu'il a son diplôme numérique, il a l'empreinte numérique qui va être insérée dans la blockchain et le numéro du bloc dans lequel, en fait, son diplôme est inséré. Donc, dès qu'il aura, en fait, un doute de la part de l'employeur, l'employeur pourra aller vérifier de manière instantanée que c'était bien, en fait, un diplômé de cette école, qu'il a eu à telle période son diplôme. Et donc, en fait, dans ces moments-là, par exemple, les écoles et les employeurs auraient intérêt à faire fonctionner ce type-là de blockchain. Et donc, en temps de crise, en fait, j'aurais tendance à penser que les personnes touchées par la crise et qui ont besoin de cette solution vont être les personnes qui vont être les plus à même de faire fonctionner ce réseau-là. Et donc, il y a plein de domaines où j'imagine que la blockchain ne sera pas phénoménale, mais par exemple, pour tout ce qui est de la supply chain en matière de médicaments ou de vaccins, en fait, pour tout ce qui est de la traçabilité et du suivi, c'est fantastique. Et en cas de crise, ça peut être nécessaire. Thank you for these great answers. Do any of you want to follow up? Okay. So we've discussed how, in theory, how the blockchain is able to handle the crisis. So I want to ask you now concretely, we are seeing now something that's affecting society to a very big extent, the current COVID pandemic. So I wanted to ask you, Gilbert, how is this pandemic affecting blockchain-based systems such as Bitcoin? Bien, je vais être très candide en disant que je n'ai pas de connaissances personnelles sur cette problématique particulière-là. Mais si on regarde les conditions de la pandémie, si on regarde l'environnement présentement, il n'y a aucune raison qui aurait pu faire que la blockchain de Bitcoin, par exemple, aurait eu des difficultés. En fait, je me suis amusé cette semaine en préparant la présentation à aller regarder l'évolution de la valeur de Bitcoin par rapport au Dow Jones. Puis, il y a eu un creux à peu près à la même période. Les fluctuations du Bitcoin sont beaucoup plus grandes que le Dow Jones, mais il reste qu'il y a eu une chute à la mi-mars et dans le blockchain et dans le Dow Jones à peu près aux mêmes dates. Donc, les deux sont liés indépendamment de la technologie. Il n'y a pas eu vraiment d'impact technologique sur cette blockchain-là. Ça a été un impact social. Moi, j'ajouterais, c'est intéressant au niveau des valeurs, c'est effectivement le cas. Par contre, ce qu'on voit de plus, par contre, c'est que le Bitcoin s'installe de plus en plus comme étant une valeur refuge comparativement à l'or. Fait qu'on voit que les gens, il y a eu quand même de l'intérêt. C'est pas un aspect technologique, c'est plus par rapport aux produits là, en tant que tel. Au lieu d'acheter des dollars, les gens sont peut-être allés plus vers le Bitcoin. Mais tout est égal par ailleurs, la valeur refuge de l'or est encore plus considérée de façon beaucoup plus importante que des actifs numériques. Mais je vous disais, c'est plus ça, je pense, qu'on peut noter là, dernièrement. Et j'aimerais aussi ajouter un petit élément qui est que, à l'inverse du dollar, le Bitcoin, en fait, c'est limité. Et donc, quand on est au début, là, en fait, la crise de santé, en matière de santé, va se terminer rapidement, ou pas d'ailleurs, mais en fait, on n'est qu'au début de la crise économique qui va durer quelques années. Là, ça va être enfin voilà, on est sur des chiffres qui vont être énormes. Et quand on se rend compte que tous les États sont en train de faire marcher la planche à billets et de dévaluer l'argent de chacun, en fait, tout à chacun, on se demande si, en fait, est-ce que les particuliers vont, ou même les particuliers de certaines entreprises, n'ont pas commencé à essayer en fait, de divertir leurs actifs et de le mettre dans des réserves justement de valeur comme l'or ou le Bitcoin, qui sont limitées dans leur offre et qui ne pourront faire que prendre de la valeur, à l'inverse d'un dollar canadien, américain ou de l'euro, qui va faire que baisser au fur et à mesure où la Banque centrale va imprimer du billet. C'est juste une question. Et c'est là, je pense, qui est intéressant, dépendamment où on se situe sur la planète, où est-ce qu'on considère genre le Bitcoin comme une valeur refuge ou comme une monnaie?
comme dans certaines parties de la planète où je pense que les gens utilisent plus la crypto Bitcoin comme une monnaie. Et c'est intéressant de voir si ça a un impact important. Est-ce que j'utilise cet instrument-là dans le cadre de paiement de transaction ou je l'achète comme un actif en tant que tel? Et ça va être intéressant de voir ça va être quoi l'évolution dans le temps là, spécifiquement. Parce que quand on parle monnaie, est-ce que ça a du sens de payer un actif, un café avec un Bitcoin qui est super volatile, puis du jour au lendemain, bon, ça, j'aurais dû garder l'argent de mon Bitcoin que j'ai utilisé hier parce que mon café, je l'ai payé comme 5 fois le prix le lendemain. Donc ça, c'est intéressant. Là, il y a toutes sortes d'opinions à cet égard-là. Mais je pense que c'est important de retenir par rapport au système de paiement, c'est particulièrement depuis 6 mois, 1 an, on voit particulièrement les banques centrales qui ont un intérêt très, très, très poussé à la création, ce qu'on appelle de monnaie numérique de banque centrale. En fait, c'est créer une monnaie étatique, mais en utilisant la technologie blockchain là, carrément. Donc, ça, je pense que c'est intéressant de voir en fait, la valeur monnaie et valeur refuge. Anything to add here? Yep. Great. So I think that painted a really interesting and good picture of how the technology behind the blockchain is able to handle societal crises like this. It seems like it is pretty resilient, and the tech seems to some extent well suited to handle crisis and adapt to new circumstances with perhaps some caveats. So next I want to kind of ask from the other perspective. We've now seen that the blockchain is perhaps able to cope under crisis, but would be able to take this and use it in order to support society. And the first question I want to ask to Louis. So we are currently facing this pandemic. So do you think there are any immediate ways that the blockchain could be used to support the society under the current crisis? En fait, comme je mentionnais précédemment, s'il y a des choses qui auraient été beaucoup plus faciles dans la crise actuelle, si justement on avait des solutions blockchain déployées, comme il a été mentionné, tout l'aspect de la traçabilité là, en tant que tel. C'est dans un contexte où on veut faire la traçabilité des gens qui sont contaminés, donc tout l'aspect de la sécurité du registre, que ce soit anonyme, tout ça. Et ça, c'est des caractéristiques intéressantes qui auraient pu être utilisées là, dans le cadre d'un projet de traçabilité des gens qui sont contaminés ou infectés là, par le virus. Autre élément, je fais un lien aussi avec l'aspect tantôt que je mentionnais de l'identité numérique. Vous savez, le gouvernement, puis il n'avait pas le choix, c'est les fameuses prestations canadiennes d'urgence. Les gens avaient besoin d'argent rapidement. Il y a un système qui a été mis en place et malheureusement, on commence à avoir des cas de fraude en si peu de temps. Donc, on verra d'ici 1 an comment les gens auront été créatifs, mais si on avait eu un système d'identité numérique, tout ça aurait pu être fait très, très, en fait, limiter les cas de fraude spécifiquement en tant que tel, être en mesure de faire des aides financières rapidement. Ça pourrait être carrément, au lieu peut-être de faire des versements avec de la création de tokens qui sont des coupons qui peuvent être distribués pour l'utilisation. Les gouvernements seraient plus en mesure de gérer leur programme spécifiquement. Donc, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mises en place. On ne se souhaite pas une autre crise comme ça. Mais par contre, je pense que ça va être important dans les prochains mois d'être capable que les gens prennent conscience des possibilités, puis qu'est-ce qui aurait pu faciliter la vie dans le cadre de la crise. Puis je vous dirais concrètement parlant, toute l'histoire qu'on va commencer à entendre, toute l'histoire des fraudes financières, que les gens ont vraiment été très malveillants au niveau de leur gestion d'identité. Ça, je pense que c'est un élément concret qui peut être adressé assez rapidement. Là-dessus, moi, j'ajouterais peut-être deux dimensions technologiques qu'il ne faut pas sous-estimer pour adapter la technologie blockchain à différents contextes. Bien, il faut l'adapter pour supporter les différents types de registres qu'on veut être capable de supporter avec cette technologie-là. Puis deuxièmement, il y a vraiment un travail au niveau de l'expérience utilisateur, de rendre la technologie plus facile à utiliser pour les utilisateurs non technologiques.
Thank you. These are all really compelling use cases and sounds like something that could be helpful. Before I ask the next question, I want to add that we have about 3 more questions now that we will discuss, and after that we will go to audience questions. So remember, if you have any questions, just put them in the Q&A box on the bottom of your screen. We will get to them very soon. But first, the next question. So that was kind of a short-term view, perhaps, of how the blockchain could help. But how about the longer term? How about if we think about how the blockchain could be integrated in societies to create them more resilient at the core to be able to face future crises? Erwan. Alors, donc, disons que la blockchain peut être utilisée dans différents domaines, donc, comme on l'a expliqué. J'ai noté quelques domaines vraiment intéressants pour l'utilisation de la blockchain pour donner une société plus résiliente. Il y aurait la chaîne d'approvisionnement, la résolution en ligne des conflits, un sujet qui plaît bien au laboratoire, tout ce qui est en rapport de IoT et de domotique, et tout ce qui peut être en rapport avec les paiements et la protection de la création humaine. Donc, pour faire très rapide, pour tout ce qui est la protection de la création humaine, il y a des sites en fait, qui s'appellent Blockchain Your IP, qui permettent en fait, de créer des preuves d'empreinte numérique de création et facilement permettre en fait, donc, à tout auteur en fait, de réussir à avoir une preuve en fait, de leur création, donc de leur droit d'auteur en fait, par rapport à cette œuvre-là. Et en Chine, ça par exemple était déjà utilisé par des tribunaux pour accepter en fait, un droit d'auteur sur du code informatique qui avait été enregistré sur une blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, surtout quand on va commencer à tous travailler depuis chez nous, à faire des créations avec des imprimantes 3D ou je ne sais quoi. Enfin, disons que voilà, faciliter la paternité d'une œuvre est effectivement assez important. Tout ce qui est IoT et domotique, ça pourrait être vraiment extrêmement important parce qu'on se rend compte qu'en matière de sécurité de l'information, tous ces petits objets connectés ont en fait leur capacité de calcul est surtout en fait utilisée pour process donc leurs fonctions premières. Mais la problématique, c'est qu'on n'a pas mis en fait une énorme emphase sur la sécurité de la transmission des informations à travers ces objets-là. Et la blockchain pourrait être utilisée en fait pour du coup sécuriser des réseaux de domotique donc au sein des maisons d'objets connectés et sécuriser les transmissions de ces informations-là et donner des droits d'accès, de lecture ou autres par rapport en fait à ces objets-là. Donc ça, ce serait quelque chose qui permettrait de donner une société où on aurait en fait moins besoin d'humains qui fonctionnent et qui travaillent, ou du moins qui pourraient travailler en distanciation sociale grâce à justement ces objets-là. Pour la résolution des conflits, il y a Clairos, qui est une entreprise donc, qui est assez intéressante, qui est en train de créer en fait des systèmes de résolution en ligne des conflits, mais pour les contrats intelligents. Donc, il faut se rendre compte que le contrat intelligent, effectivement, c'est des paramètres qui sont mis en amont. Ces actions-là, elles sont performées ou pas. Si elles sont performées, il s'avère qu'en fait, donc, le contrat intelligent ou automatique, on va dire, va mettre en place des processus qui vont se dérouler de manière automatique dès qu'il a l'information que tel événement est arrivé. Et donc, il pourrait s'avérer que dans certains cas, on pourrait se dire, voilà, les deux parties ne sont pas forcément d'accord sur la complétion d'un élément. On se dit, voilà, il a neigé, ouais, mais c'était des micro-flocons, ou est-ce que c'était des gros flocons? Enfin, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les définitions. Et là, ce serait un peu comme avoir une sorte de bouton préintégré au contrat intelligent sur lequel une partie pourrait appuyer. Et avant qu'il s'exécute, du coup, mettre ça en pause et avoir en fait donc des jurés qui viendraient justement dire, bon, voilà, effectivement, là, on est sur une question qui mérite d'être débattue. Ça va aller dans tel sens, donc le contrat va devoir s'exécuter ou pas s'exécuter. Donc ça permettra encore en fait, des échanges entre les individus, des microtransactions ou plein de choses qui en fait seraient nécessaires dans une société où encore l'humain devrait rester confiné chez lui, par exemple. Et pour les chaînes d'approvisionnement, donc on en a parlé, c'est assez intéressant pour tout ce qui est en matière de médicaments, ce qui est l'origine des produits, tout ce qui est de la traçabilité. Et un exemple, ce serait Walmart qui a utilisé ça avec Hyperledger. Et du coup, Hyperledger en fait, et Walmart ont créé une blockchain qui permettait de tracer le port de Chine, venu de Chine, pour les supermarchés américains. Et donc, ça permet, grâce à pas mal de capteurs, à des certificats sur les ports, de toujours savoir en fait, à quel moment le port où il est, par exemple dans les transports et ainsi de suite, savoir si effectivement la chaîne du froid a été corrompue ou pas, enfin a été rompue, et donc si en fait, la marchandise est toujours bonne ou pas. Et puis il s'avère qu'en fait, maintenant, en fait, tout ce qui devait être fait en 7 jours, par exemple en cas de problématique sur cette chaîne alimentaire, il leur fallait 7 jours donc à l'époque à Walmart, et maintenant il leur faut 2,5 secondes grâce au système de blockchain, donc ce qui est un gain de temps phénoménal et ce qui peut sauver pas des vies, mais au moins sauver des maladies ou je ne sais. Donc ça, c'est des domaines assez intéressants.
would you like to add anything, Gilbert or Louis? No, okay, for now. Okay, so Gilbert, we've heard a lot. We heard from Arwan a lot of different uses where the blockchain could be integrated into society to create perhaps a more resilient society. But I want to ask you, what are the potential downsides of implementing the blockchain like this, and are there any pitfalls that should be avoided? Ben, quand je réfléchis à ça, puis je vois comment la raison d'être des blockchains, tout ça, je vois que la prolifération de cette technologie-là va avoir un impact sur des professionnels pour qui le travail, c'est d'agir comme des tiers de confiance et des gestionnaires, gestionnaires de registres. Donc, on parle des notaires, on parle des avocats, on parle des banquiers. Ces professionnels-là vont voir leur rôle changer. Ils vont devoir qu'ils modifient leur façon de voir leur rôle dans la société. Quelque part, on a créé ces fonctions-là, ces professionnels-là, parce qu'on avait besoin de ces tiers de confiance-là. Si on en a moins besoin, il va falloir qu'on déplace l'endroit où leur utilisation est faite, sinon ils vont se retrouver sans emploi d'une certaine manière. Parce que leurs services ne seront pas utilisés pour faire l'enregistrement des transactions comme telles et ils ne seront plus nécessaires de les utiliser comme tiers de confiance dans ce contexte-là. Il va falloir qu'ils transitent vers un rôle de conseiller, un rôle de guide pour les utilisateurs qui ne sont pas nécessairement habiles avec la technologie. Donc, ils vont agir comme guide ou comme intermédiaire pour les gens qui veulent accéder à la technologie, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la volonté de le faire directement eux-mêmes. Mais là, ce ne sera pas comme étant un tiers qui réunit des gens ensemble pour enregistrer la transaction, mais plus un interlocuteur pour un individu, donc plutôt agir comme une power of attorney, mais agir donc avec le rôle de la personne parce que cette personne-là n'a pas les capacités pour le faire directement elle-même. Would you like to add anything to this, Louis or Arwan? Je pense, en lien avec ça, je pense qu'il va être intéressant de suivre, comme je vais l'expliquer, tout le déplacement en tant que tel, mais c'est toute l'évolution. Une société, on vit dans un... Notre société fonctionne parce qu'on vit dans un cadre qui est réglementé, légiféré, mais ça va être tout cet ajustement-là aussi qui devrait être fait. Et ça, c'est peut-être un des enjeux. Des systèmes ne bougent pas rapidement. Ça peut être long avant de modifier toutes les lois et règlements. Donc, on vit vraiment une révolution industrielle. On est vraiment dans l'ère de la transformation numérique et beaucoup de choses devront être ajustées parce que tout se déplace. Puis je pense, Gilbert, tu dis juste, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour adresser des besoins, des problématiques à l'époque, qui sont même avant qu'on soit né, je parle pour moi spécifiquement. Donc, là, on vit ça en ce moment. C'est pour ça que c'est passionnant. Tout est à construire, tout est à se mettre en place. Donc l'aspect réglementaire, l'évolution des lois et règlements. Et le défi aussi, je pense, au-dessus de tout ça, c'est, étant donné que c'est décentralisé, c'est mondial, c'est informatique, mais là, l'aspect géographique tombe également. Donc, les lois canadiennes, les lois internationales, tout ça, mis ensemble, il y a beaucoup de défis. Puis juste l'exemple du projet Libra, je pense que c'est un exemple concret. Là. Je pense que c'est intéressant de voir Facebook qui a lancé un projet de créer une monnaie Libra. Ça prenait un gros joueur pour briser la glace, mais on a vu que tous les aspects juridiques et légaux, tout ce que ça implique, la route peut être difficile. Si je peux rajouter sur ce que Louis vient de dire, tout l'aspect géopolitique, l'aspect des juridictions légales, les différents groupes d'individus ont réfléchi différemment aux différents problèmes que les gens vivaient, puis ils ont créé des mécanismes légaux différents pour gérer ces conflits-là, ces zones grises-là, dans le fond, que les tiers de confiance vont aussi aider à résoudre. Là, on arrive avec une technologie où tout est blanc ou noir,
il n'y a plus de zone grise, mais dans la réalité, il y en a des zones grises, puis il faut qu'il en reste, puis la technologie n'est pas là pour aider là-dedans. Là. C'est pas évident comment, comme humain, où on est habitué, nous, de travailler dans des zones grises, comment on va gérer le fait que maintenant, le mécanisme pour enregistrer les transactions, pour gérer ces transactions-là, ne permet pas ces zones grises-là. Puis je pense, le point que tu mentionnes, c'est encore une fois, on est souvent ébloui. Il y a un gros focus technologique, mais toujours garder à l'esprit que c'est nous qui l'avons créé et c'est nous qui mettons les règles et les cadres. Donc, comment la technologie va s'adapter à ça et ce n'est pas la technologie qui va imposer des règles, des cadres de fonctionnement d'une société. Là. Et c'est ça qui est intéressant. Thank you. So it does seem to be a potential there for the blockchain to be used in creating societies that are more resilient. And it sounds like we're in a very exciting times where we're looking at these different possibilities and seeing how they could be implemented. But it also sounds like it could lead to a lot of changes. Some of them may be good, but maybe some not so good if blockchain is implemented in society. So as a last question before we go to the audience, I want to ask each of you to speculate a bit. Where do you think the blockchain will be in 10 years? First, you, Louis. En fait, moi, je serais bref. En fait, dans 10 ans, je vois des monnaies numériques étatiques, je vois des systèmes financiers très efficaces, efficients, avec des réductions de frais importants parce qu'on utilise des registres décentralisés et on élimine toute intervention de tiers de validation de transactions. On va voir des solutions blockchain de traçabilité. On va voir des solutions blockchain qui vont permettre la transparence de certains projets. Donc, en fait, puis comme je mentionnais tantôt, c'est une nouvelle technologie et je suis certain qu'on va découvrir au cours des prochaines années des utilisations qu'on ne pense pas encore aujourd'hui. Erwan? Alors moi, je vais être un peu plus radical encore. C'est que moi, je la vois partout, mais vraiment partout, de manière invisible, un peu comme l'Internet et en fait sous-tend toutes les plateformes, tous les services qu'on utilise. C'est que la blockchain, en fait, va être du coup cette technologie qui va être en plus sur Internet pour sécuriser en fait cet Internet libre et ouvert en fait des origines. Et donc, je pense que chaque entreprise, chaque étage, en fait, tout le monde va utiliser la blockchain. C'est juste que l'utilisateur final ne sera pas forcément au courant parce que justement, on va faire en sorte qu'on va habiller en fait toutes ces interfaces pour que l'utilisateur puisse les utiliser sans problème. Moi, à l'opposé, je vais être complètement à l'inverse, c'est-à-dire que je ne me mouillerai pas vraiment parce que je sais que je ne suis pas très bon pour prédire le futur et je ne voudrais même pas oser imaginer qu'est-ce que le futur de blockchain va inclure parce que ça peut être plein de choses. Puis je vais laisser la société deviner pour soi-même qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette technologie-là. Okay, thank you to all of you for these fantastic answers, and we'll see what happens in 10 years. I'm excited to talk to you again to see what has happened. So now it is time for audience question. We have gotten a couple in, but feel free to post more. The first question is from Thomas. On a mentionné qu'une des conditions au déploiement à large échelle de la blockchain était l'identité numérique, unique pour chaque personne. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis ou conditions essentielles? N'étant pas la personne technologique, la réponse, c'est évidemment oui, en tant que tel. Je vous dirais pour s'assurer d'un déploiement de la technologie blockchain et plusieurs éléments. En fait, le commentaire sur l'identité numérique, c'est en fait afin de s'assurer, parce que je vous dirais, tantôt je faisais référence à des lois, règlements de notre société. On fonctionne de cette façon-là. Donc, quand on va sur certaines blockchains et transactions anonymes, ça peut créer des enjeux. Et dépendamment des aspects ou des approches philosophiques, un système qui fonctionne, bon, on aime ça savoir avec qui on fait affaire. Donc, c'est un des éléments là, parmi tant d'autres. Beaucoup d'enjeux technologiques. Peut-être que je vais pas ajouter, mais c'est une nouvelle technologie qui fait qu'il y a beaucoup, je vous dirais, beaucoup d'enjeux technologiques aussi à adresser. Je dirais que les gens qui ont créé le Bitcoin, ils étaient contents d'être anonymes, puis ils veulent préserver leur anonymité. Donc, l'idée d'une identité numérique pour eux autres n'est pas très intéressante. Par ailleurs,
moi, une identité numérique, ça me fait peur. Parce que quelqu'un qui réussirait à voler mon identité numérique, qui aurait accès à tout. Présentement, c'est vrai qu'on est éparpillé, mais si je me fais craquer sur une partie de ma réalité numérique, mais je ne me fais pas craquer sur le reste de ma réalité numérique. Avoir une identité numérique unique qui se fait craquer, là, c'est pire que tout, là. En fait, moi, j'ajouterais à ça, c'est, bon, comment dire ça? En fait, en ce moment, c'est qui gère notre identité? Tu as des entreprises privées, tu as le gouvernement. On sait qu'elle est déjà craquée, même en application au gouvernement. On connaît plusieurs cas spécifiquement. Fait que l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on a une technologie assez sécuritaire pour la protéger? Je pense que c'est ça, ultimement. Puis je pense que des débats de fond devront être tenus à savoir qui sera le responsable de notre identité numérique. Ça devrait être nous-mêmes. C'est ça, effectivement. Mais là, en ce moment, on voit l'émergence des grands joueurs technologiques. Est-ce qui arrive avec une sorte d'approche? Est-ce que c'est le gouvernement qui devrait générer? Est-ce qu'on devrait avoir une identité numérique dès notre naissance qui nous est assignée? Donc ça, c'est des débats intéressants là, dans le futur. J'aimerais ajouter aussi que, par exemple, moi, j'ai fait le grand pas. Là, j'ai demandé mon e-résidence estonienne en voulant pousser vraiment le délire de l'identité numérique, de mettre tout ça sur la blockchain, pouvoir en fait ouvrir un compte en banque là-bas, monter une entreprise en Estonie sans jamais y avoir mis les pieds. Donc j'ai beaucoup aimé l'expérience. Le problème, c'est qu'elle est bloquée à Ottawa et j'ai pas vraiment le droit d'aller récupérer ma carte pour le moment. Mais la réalité derrière cette identité numérique, en fait, qui est assez intéressante, c'est plutôt de dire, je suis d'accord avec Gilbert sur le fait de dire que plein d'identités éparpillées, c'est intéressant parce que ça évite de se faire attaquer frontalement sur un endroit. Par contre, il y a une autre réalité, c'est que si on arrive à protéger une identité numérique qui est à la base soumise par un État, puis qui est gérée en fait par l'individu au niveau de la blockchain et qui dit, voilà, à tel organisme, je vais donner telle donnée, à tel organisme, je vais donner tel type de données, et qu'on arrive à lier une identité numérique avec, par exemple, comme les passeports biométriques, avec des éléments qui sont vraiment essentiels à l'individu, comme ses empreintes digitales, sa rétine, ou enfin je ne sais quoi. Là, on peut arriver à quelque chose qui est quand même très difficilement hackable parce que ça deviendrait quelque chose d'unique à l'individu. Je dis, voilà, effectivement, l'identité numérique actuelle n'est peut-être pas encore assez bonne, mais sur un futur, je trouve que ce serait une idée intéressante. Sauf si cette identité numérique-là a été volée à quelqu'un avant que la personne ait acquis sa propre identité numérique. Ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est bien notre problématique. So it sounds like there are certain conditions that we have to think about, including how to go from the real world to the blockchain. That also always seems to be something that comes up. So a follow-up question to this. Dans ce même ordre d'idée, comment un individu ou une organisation peut se préparer afin d'utiliser la blockchain pour ses activités courantes de manière efficace et sécuritaire? Moi, peut-être ce que je mentionnerais, c'est en fait, si on recule il y a peut-être 4, 5 ans, 6 ans, vous savez, il y avait un intérêt grand par blockchain, fait que tout le monde se lançait. Puis, en fait, moi, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est quoi le problème que je veux adresser ou le besoin. Et là, est-ce qu'il y a un lien avec les caractéristiques qu'on a décrites là, au niveau de la blockchain? T'sais? Je suis dans un environnement décentralisé où j'ai plusieurs intervenants, donc il y a beaucoup de validation. Fait que peut-être que j'ai intérêt à avoir une blockchain, c'est décentralisé, donc je vais gagner en efficience. Je veux de la visibilité sur le registre. Exactement, je suis le transparent. Donc en fait, je vous dirais, moi, je n'ai aucune gêne à dire, il y a peut-être 4-5 ans, 9 projets sur 10 étaient de la bullshit. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre le besoin et la capacité ou ce qu'offrent les caractéristiques de la blockchain. Donc, je pense que les éléments importants, c'est quel est le besoin? Puis, est-ce que les caractéristiques de la blockchain me permettent d'adresser ce besoin-là? Thank you. So unless you want to follow up on this, we have one final question, and that is, peut-on expliquer un petit peu sur l'open banking? If anyone want to do this. Ben, en fait, c'est intéressant par rapport à l'open banking. Il faut juste faire attention. En fait, je pense que l'open banking, c'est l'ouverture, en fait, du milieu banquier, des services financiers à
on va dire, à un nouvel écosystème FinTech. Parce qu'avant, on dirait le secteur financier, les banques étaient vraiment repliées par elles-mêmes et tout se développait en interne. Mais quand on parle d'open banking, on parle vraiment de l'ouverture du secteur financier là, à un écosystème technologique de services FinTech qui permet en fait à plusieurs sociétés de développer, avoir accès à des données pour, dans un but ultime, donner un meilleur service à la clientèle, en tant que telle, une meilleure expérience en tant que telle. Fait que des fois, on parle beaucoup, on entend beaucoup d'open banking, puis là, les gens pensent que les banques donnent toute une intégration directe, mais c'est vraiment plus la possibilité, en fait, c'est l'ouverture du système financier à un écosystème FinTech pour développer des produits, des applications, pour permettre d'avoir une meilleure expérience là, à leurs clients en tant que tel. Je ne sais pas si mes collègues ont une autre vision. Moi, j'aurais aimé juste ajouter qu'en fait, l'open banking, c'est effectivement donc, cette ouverture du système, mais c'est avant tout en fait technique, c'est juste donner une API, donc que ce soit une bourse ou une banque ou différentes personnes, qui lient différentes API, donc qui permettent en fait à des systèmes de communiquer avec d'autres systèmes. Et Gilbert va me contrôler si je dis des bêtises. Mais en gros, c'est concrètement ça. Et donc, l'idée de l'open banking, c'est juste qu'en fait, on puisse créer des produits en ayant des sources d'informations diverses et créer un produit qui soit utile pour un individu ou pour une communauté d'individus. Et donc, l'open banking est aussi large que les idées de leurs créateurs, tant qu'il y a justement un peu de ces utilisations. Donc, je vais t'avouer que je ne connaissais pas le terme. Je viens d'aller sur Wikipédia, puis c'est exactement la définition qu'ils donnent sur Wikipédia. Donc, j'aurais tendance à dire que tu as tout à fait raison. We have two more questions come in that I think should be pretty quick and it could be interesting to answer. The first is by Frankie. Est-ce que différents blockchains peuvent communiquer entre elles? N'étant pas l'expert technologique, ma compréhension est que oui, il y a des façons de créer des liens entre différentes blockchains. Et encore une fois, les blockchains, là, si on rentre dans le volet technique, là, il y a des blockchains privées. Il existe plusieurs possibilités de création là, en tant que tel. Encore, peut-être que Gilbert pourra... Bien, moi, j'aurais cru que c'est pas. Il faut que ce soit conçu pour permettre l'intégration parce que j'imagine que ça dépend de l'information qui est stockée dans le registre. Si la structure du registre et les algorithmes pour traiter le registre sont incompatibles, on ne pourra pas les fusionner. Donc, je pense que le principe de la blockchain est générique, mais lorsqu'on décide de l'utiliser pour un type de registre particulier, là, on vient de limiter d'une certaine manière la possibilité de fusionner différents blockchains ensemble. J'aimerais ajouter qu'effectivement, enfin, en tout cas, à l'origine des blockchains, l'un des plus grands problèmes, ça a été justement l'interopérabilité entre les blockchains. Il y a Ethereum qui a été une plateforme qui a permis de créer des sidechains, enfin, ou d'autres blockchains sur leur plateforme, donc ça qui permet une plus grande interopérabilité. Alors là, effectivement, je n'ai peut-être pas suivi vraiment exactement ces derniers mois ce qui se passait, mais disons, ils sont en train de travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'on n'a pas encore totalement résolu la question, et comme disait Gilbert, ça va dépendre de chaque blockchain et des API aussi notamment. Mais quelque part, ce problème... Vas-y, Louis, je répondrai après. En fait, moi, ma réponse à ça, c'est que ce n'est que du code. Hein, et avec tout code, on lui fait faire ce qu'on veut. Oui, mais c'est comme d'essayer d'intégrer des bases de données. Si les structures des bases de données ne sont pas compatibles, l'intégration vient très complexe. Ce n'est pas impossible, mais ça peut être complexe, dépendant des structures d'information qui sont stockées dans les registres. Great, thank you for these answers. And the final question, talking about other different new technologies as well. Croyez-vous que le déploiement de la technologie 5G pourrait avoir un effet accélérateur sur le blockchain? Personnellement, moi, je pense que oui, parce que particulièrement tout l'aspect de l'Internet des objets, on sait avec l'avènement du 5G, on va avoir toutes les possibilités là, des communications des différents objets en tant que tel va exploser, il va y avoir beaucoup de solutions. Et là, le fait d'avoir des solutions qui sont comme sécuritaires, protection des données en tant que tel va être intéressant. Fait que je ne serais pas surpris de voir beaucoup d'applications blockchain, particulièrement avec tout ce qui touche ce qu'on appelle le IoT, là, particulièrement.
Je twisterais un petit peu ta réponse, Louis, en disant que ce que ça va amener le 5G, ce n'est pas une technologie différente, un support différent, mais ça va amener des cas d'utilisation beaucoup plus intéressants. En anglais, je dirais compelling. Donc, il y a des killer apps quelque part qui vont avoir beaucoup plus de valeur pour les gens parce que la technologie va nous donner accès à plus d'informations qu'on va vouloir peut-être avoir plus sur des blockchains. Donc, les cas d'utilisation vont être plus valables. Est-ce que la technologie 5G elle-même va améliorer le support pour la blockchain? Je ne suis pas certain que ça peut faire une différence, mais au niveau des cas d'utilisation, c'est clair que ça va amener des cas d'utilisation qui sont plus intéressants. Okay, so with that said, I wanted to thank all of you, first of all, for accepting, and then for your really fantastic and illuminating answers. I certainly learned a lot, and I really appreciate the balanced view that you gave of the technology as well. It seems like this pandemic, it was, of course, very unexpected, but it does sound like the blockchain could have its kind of moment here, and that it has a lot of potential, and it may be supporting society going forward or even in the current crisis. So I, for one, am very excited to see what comes out of this. Thank you all again for being here. Thank you to all the audience for their questions as well. And keep your eyes peeled on cyberjustice.ca to see what we have coming up the next few days. Thank you.